Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Joseph Badila, sans doute un des meilleurs experts sur la question de la franc-maçonnerie en Afrique. Joseph Badila, vous avez été grand maître, vous avez été très puissant souverain, vous avez été grand commandeur, autant de titres qui font de vous sans doute une référence sur la question de la franc-maçonnerie en Afrique. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La franc-maçonnerie en Afrique noire francophone, paru en 2004. Vous êtes également l'auteur de Les francs-maçons et l'Afrique noire, paru en 2006. Toute première question, est-ce que les valeurs qui vous ont amené à adhérer à la franc-maçonnerie sont aujourd'hui encore valables sur le continent africain? Oui, mais la franc-maçonnerie elle est universelle, c'est-à-dire que les valeurs qui sont propres aux maçons européens, aux maçons occidentaux, je veux dire, sont propres également aux maçons africains. Mais je voulais d'abord dire ceci, c'est très tôt que je suis allé pratiquement à la rencontre des francs-maçons, parce que j'ai grandi dans une ville, dans une cité qui s'appelle Brazzaville, qui a reçu le deuxième temple construit par le Grand Ouest de France en Afrique noire francophone. Le premier a été érigé à Saint-Louis du Sénégal, et c'est le deuxième temple qui existe depuis 1912. En tout cas, très jeune, les gens en parlaient beaucoup. Et puis quand je suis arrivé en Afrique, plutôt en France, j'ai voulu aiguiser ma curiosité et je me suis rendu au siège du Grand Ouest de France, où j'ai pu effectivement rencontrer un monsieur qui m'a reçu, et qui est devenu mon parrain. Et ce monsieur, c'est Michel Rett, qui était le trésorier du Parti socialiste. Voilà comment je suis devenu franc-maçon. La question se pose parce que certains chefs d'État sur le continent qui se réclament de la franc-maçonnerie ont aujourd'hui une gouvernance qui amène à interroger sur les valeurs de la franc-maçonnerie. Alors, le problème des chefs d'État s'est posé. Déjà dans les années 90, lorsqu'on a su qu'il y avait une certaine obédience, en l'occurrence la Grande Loge nationale française, qui est du courant anglo-saxon, s'est mise à initier les chefs d'État africains, nous nous sommes posé la question dans le cadre de ce que nous appelons la conférence des puissances maçonniques. Est-ce que c'était une bonne chose que les chefs d'État soient initiés? À l'époque, nous étions nombreux à dire que ce n'était pas une bonne chose. Pourquoi? Mais parce que le maçon, quand il est initié, le fait, ce n'est pas de recevoir la lumière. Ce n'est pas cette lumière qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus, c'est ce qu'on appelle la lumière philosophique. Or, cette lumière, pour l'acquérir, c'est par les connaissances. Les connaissances, ça veut dire qu'il faut être un homme libre, un homme disponible, parce qu'il faut travailler. Minimum de rencontres que tu as dans le mois, c'est 2 rencontres par mois. Sinon, bien plus. Mais un chef d'État, vous voyez, tu vois bien qu'un chef d'État, franchement, d'abord, il a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de timing, le temps, la disponibilité. Et croire qu'un chef d'État qui reçoit la lumière va devenir un maçon accompli, entre guillemets, c'est pas évident. Alors, donc, lorsque nous avons des chefs d'État aujourd'hui africains qui se comportent comme ils se comportent, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce qu'en réalité, ils ont une carence, ils ont un déficit de culture maçonnique. On peut parler donc de trahison des valeurs maçonniques dans ce cas. Je l'ai dit dans mon livre, oui, c'est vrai, nous avons des chefs d'État qui ont trahi l'esprit maçonnique. Parce qu'en réalité, quand tu es reçu, maçon, la première des choses, c'est d'abord, connais-toi toi-même, tu découvriras ce qu'on appelle l'univers et les dieux. C'est quoi? Connaître l'univers et les dieux, ça veut dire que tu dois absolument être l'homme qui s'engage sur une voie où tout ce que tu fais doit refléter la beauté. Et chemin faisant, ce que nous appelons s'immerger dans un processus, dans ce processus, effectivement, tu vas progressivement acquérir cette culture qui va te permettre, à la longue, de te préoccuper sur l'humain. Parce que, qu'on ne le veuille pas, le maçon, c'est l'homme qui travaille à améliorer l'homme pour changer la société. Parce qu'aujourd'hui, les maçons africains sont heureux, c'est vrai, de parler de ce que les maçons occidentaux ont fait, les maçons américains ont fait. Mais moi, ce qui m'intéresserait plutôt, ce qui m'intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que nous, maçons africains, devons faire à l'orée du XXIe siècle? Parce qu'il faut sortir de cette nostalgie. Il faut maintenant que nous soyons des hommes, des initiés, heureux, d'abord fiers d'être francs-maçons, mais aussi creuser le sillon qui va permettre à cette Afrique de pouvoir bénéficier effectivement de cette culture maçonnique.
Est-ce que le malentendu ne vient pas justement du fait que certains sont allés à la franc-maçonnerie en considérant que c'était un tremplin pour accéder au pouvoir, non pas parce qu'ils adhèrent aux valeurs maçonniques? Bon, effectivement, il y a plusieurs raisons qui font que des gens viennent en maçonnerie. Il y a ceux qui viennent parce que, bon, ils ont été au contact d'une certaine documentation ou de certains ouvrages, où ils ont été purement et simplement en contact d'un certain nombre de frères, n'est-ce pas? Et il y a ceux qui viennent là, qui pensent que c'est un milieu de pouvoir, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'articles également qui parlent des maçons et la politique. Et donc, il y a plusieurs raisons qui font que les gens viennent effectivement en maçonnerie. Mais en fait, il y a une seule raison pour venir en maçonnerie, c'est d'abord travailler à sa propre perfection. Parce qu'il faut s'améliorer, il faut opérer une véritable mutation. Comme nous disons nous-mêmes, la loge est un lieu de veille. Veille sociale, veille culturelle, je dirais même veille politique, parce que c'est dans la loge où les maçons se rassemblent, et c'est dans la loge où les maçons travaillent justement pour être des hommes qui progressent vers, comme je le disais tout à l'heure, cette lumière philosophique. Au-delà même, les chefs d'État dont je parle ne sont pas simplement des maçons. Ils ont des grades dans la maçonnerie. Certains sont grands maîtres, etc., dans leur propre pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un malentendu qu'il faut corriger? Il y a un malentendu, c'est plus que malentendu, parce qu'en réalité, ils sont grands vrai, maîtres, vous avez raison. C'est des gens, ce sont des frères qui ont été reçus francs-maçons, et sans s'imprégner de ce cursus, ils ont été bombardés, si j'ose m'exprimer ainsi, grands maîtres. Bon, à partir du moment où vous arrivez... fait les étapes. Sans avoir fait les étapes. Parce que c'est un long processus. On ne forme pas un maçon en 5 ans, non. C'est une école, c'est l'université permanente. C'est comme l'université, quand tu arrives à l'université, il y a la première année, il y a la deuxième année, il y a la troisième année, ainsi de suite. Évidemment, si tu veux faire un doctorat d'État, il te faut plus de temps. Et quand tu fais un doctorat d'État, celui qui a un doctorat d'État est plus compétent, bien entendu, que celui qui est resté en licence. Donc c'est exactement ça. C'est l'université permanente. Et donc je pense que le vrai problème que nous avons aujourd'hui, en Afrique notamment, si nous voulons que l'Afrique puisse contribuer à cette réflexion sur le devenir de l'Afrique, parce que les problèmes qui nous préoccupent, ce sont des problèmes de société. La société. Quelle est la société? Comment la société doit évoluer? Comment faire de telle sorte que l'homme devienne le centre de tout? Cet être qui doit absolument éclairer la cité. Mais il faut d'abord passer par la formation. Et il faut beaucoup d'humilité, parce que la maçonnerie, c'est l'école de l'humilité. On n'arrive pas là pour dire, bon, moi je suis franc-maçon, au bout de 2 ans, 3 ans, parce qu'on devient maître. Et du coup, on s'imagine qu'on est arrivé au summum. Non. En maçonnerie, il n'y a pas de summum. Plus tu avances, plus tu as envie de te perfectionner. C'est un peu comme à l'époque, je prends toujours cet exemple de l'horizon. À l'époque, quand nous étions gosses, on contemplait l'horizon, on s'imaginait que l'horizon était derrière la maison, et on se mettait à courir, et puis finalement, on dépassait le pâté de maison, mais on trouvait toujours que l'horizon n'était pas à côté. Et donc la maçonnerie, c'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, ça me fait un bon bout de temps que je suis franc-maçon, mais bien au contraire. Ce n'est pas parce que j'ai passé tant d'années en maçonnerie, j'ai dépassé quand même les 35 ans. Ce n'est pas parce que j'ai été grand maître, ce n'est pas parce que j'ai été très puissant souverain grand commandeur, que je me croise les bras pour dire, bon, ça y est, maintenant je suis arrivé là où je... Non, bien au contraire, c'est parce que j'ai cet itinéraire que je dois absolument prouver que je dois absolument m'améliorer. À vous écouter, le Congo-Brazzaville, comme le Gabon, qui sont dirigés par des maçons, auraient dû être dans une situation bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Absolument, parce qu'on ne peut pas être franc-maçon et être dictateur. Il y a là une grande incompatibilité. Parce que quand on est franc-maçon, on travaille pour que le monde devienne libre. D'ailleurs, la question qu'on nous pose lorsque nous arrivons en maçonnerie, êtes-vous libre et de bonnes mœurs? Nous disons oui. Et à partir de ce moment-là, nous sommes dans un cursus qui nous permet de nous améliorer. Et donc, lorsqu'on voit nos pays, il n'y a pas que le Gabon, il n'y a pas que le Congo, il y a d'autres chefs d'État qui sont francs-maçons. Ce qu'il faut dire en clair, c'est que il faut interpeller ce chef d'État qui pense que, parce qu'on est franc-maçon, quand on arrive au pouvoir, on veut s'éterniser au pouvoir. Non.
La maçonnerie est une institution philosophique, progressive et philanthropique. La philanthropie, c'est quoi? C'est aimer l'univers, aimer les hommes, l'amour. Et vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, me convaincre que vous aimez les hommes alors que vous les martyrisez, aimer les hommes alors que vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, de créer toutes les conditions pour que la démocratie soit ce moyen qui permet à nos États de devenir des États modernes. Parce que, vous voyez, le but de la franc-maçonnerie, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été à l'origine de la création de la franc-maçonnerie? Parce qu'en Angleterre, à partir de... Vous savez, l'Europe a connu des périodes de sauvagerie. L'Angleterre sortait de ce qu'on appelait à l'époque la guerre des religions. Et c'est pour cela que les gens comme les Newton, qui étaient des scientifiques, ont considéré qu'à un moment donné, la science devait se mettre à la disposition de l'Angleterre, à la disposition des hommes pour éclairer la cité. Et c'est là où, justement, on a parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui la maçonnerie spéculative telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Et après les Anglais, les Américains, pendant la Révolution, mais ce sont les maçons qui ont y apporté vraiment leur touche, hein, à partir de 1784. Et les maçons français comme Lafayette sont partis à la rescousse, n'est-ce pas, de leurs frères américains, ainsi de suite. Alors la France, par contre, pour la France, la maçonnerie a été un combat à partir de 1789. Vous savez, en 1789, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la noblesse, il y a eu le clergé, et il y a eu les tiers-états. Et tout ce monde, dans ce lot, il y avait des maçons. Et donc, et les nobles, et ceux du clergé, et les tiers-états se retrouvaient pour, en quelque sorte, répandre les qualités acquises à l'intérieur du temple. Et ça a beaucoup influencé, n'est-ce pas, les débats de l'époque. Parce que aussi, la maçonnerie, il faut le dire, c'est ceux qui doivent être les vrais promoteurs, tout simplement, les vrais ouvreurs de débat. Dans une Afrique où la démocratie avance à petits pas, où on assiste à une naissance et à une émergence d'une société civile dans plusieurs pays, est-ce que la maçonnerie a un avenir? Bien sûr, mais bien sûr. Mais vous savez, nous avons disons que la maçonnerie, elle est discrète. Hein. Moi, je prends l'exemple de mon pays aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, que je connais le mieux. Mais moi, je puis vous dire qu'aujourd'hui, sur le millier de maçons que nous sommes, on parle peut-être de 3-4 maçons parce qu'ils sont au pouvoir, mais ce n'est pas les meilleurs. Vous avez des maçons qui travaillent dans la discrétion, mais qui, on dit chez nous, la franc-maçonnerie nulle part, mais les maçons partout. Et ce sont ces maçons qui dans la société civile, qui dans les partis politiques, et ceux aujourd'hui qui essayent de créer les conditions pour qu'effectivement nous puissions être ceux qui doivent animer les débats sur la République, par exemple, les débats sur l'école publique, parce que ça, c'est des débats qui ont été délaissés. Et le rôle des francs-maçons aujourd'hui, c'est de revenir sur ces débats, comme ça a été le cas en France. Parce que sinon, pourquoi on parlait de la franc-maçonnerie universelle si les maçons africains ne sont pas capables de s'approprier cette culture? Bien, en tout cas, pour moi, si j'ai répondu positivement à votre invitation, c'est parce que je crois que nous avons aujourd'hui, nous autres francs-maçons africains, nous devons créer toutes les conditions pour que nous puissions devenir de plus en plus pédagogiques. Dire exactement qu'est-ce que les Africains peuvent attendre de cette maçonnerie. La franc-maçonnerie, ce n'est pas la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. La maçonnerie, c'est créer les conditions pour que l'homme devienne l'homme qui puisse jouir de la nature, l'homme qui puisse jouir de la République, l'homme qui puisse jouir de toutes les conditions possibles qui permettent à cet individu de s'épanouir, de s'émanciper. Merci Joseph Badila pour cet éclairage sur la franc-maçonnerie en Afrique, qui est un vaste sujet sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de revenir. En attendant, je renvoie à vos deux ouvrages. Le premier, La franc-maçonnerie en Afrique noire francophone, paru en 2006, et le second, Les francs-maçons et l'Afrique noire, paru en 2006. C'est la fin de cet entretien. Je vous remercie de votre aimable attention.